Donc, je vais vous présenter un projet qui a été financé par l'Institut Carnot-Calimán, donc on a surnommé Vegalim, qui associe plusieurs unités de recherche. Donc, mon unité, qui est l'unité GMPA, à Dijon, l'unité PAM, et l'UMR Génial à Massy. Donc, c'est un consortium de scientifiques très pluridisciplinaires, puisqu'il y avait des microbiologistes, on va dire des scientifiques des sciences de l'aliment qui s'intéressent aussi bien à la structure des aliments qu'à l'analyse sensorielle. Donc, le contexte, je pense qu'on a dit déjà beaucoup de choses sur le défi mondial autour des protéines. Donc, je vais passer rapidement. Ce qui est clair, c'est qu'il faut faire évoluer notre ratio entre protéines animales et protéines végétales dans notre diète, et l'inverser, pour plus de protéines végétales, à la fois pour des bénéfices santé, mais aussi des bénéfices environnementaux. Ce qui est clair, c'est que ces apports en protéines végétales, on l'a vu, c'est au travers d'aliments traditionnels comme les légumes secs, mais également des produits céréaliers, mais aussi, il ne faut pas oublier qu'on a ce qu'on appelle les MPV, les matières protéiques végétales, qui rentrent dans la composition de nombreux aliments prêts à l'emploi. Donc ces MPV, à la fois vont être des ingrédients nutritionnels, parce qu'ils vont permettre d'augmenter la teneur en protéines des aliments, mais également fonctionnels, parce qu'on va pouvoir moduler la texture de ces aliments prêts à l'emploi. Ces MPV, alors ça va être des protéines de blé, le gluten, des protéines de pois, ça va être également des protéines de soja qu'on va introduire comme ingrédients. Et on a un marché avec une très forte croissance de ces matières protéiques et également un chiffre d'affaires qui ne fait que croître. Parmi ces MPV, je vous ai dit que le soja et le blé, le gluten, donc, étaient les protéines les plus utilisées, mais il y a une très forte demande sur les protéines de pois. Donc le marché est en croissance, avec une croissance à 2 chiffres, et un nombre de produits référencés alimentaires qui a augmenté de plus de 80% entre 2013 et 2015, donc de protéines, des produits qui contiennent des protéines de pois. Toutefois, ces protéines de pois, elles présentent des défauts sensoriels très marqués, notamment ce qu'on appelle les bini of flavor, autres que l'amertume et l'astringence, qui sont liés à beaucoup de produits végétaux, notamment des protéines. Les protéines de pois ont ces notes vertes. Donc c'est un défaut qui a été défini, c'est un défaut complexe qui met en jeu de nombreuses molécules volatiles. Et notre idée, c'était de dire, bon, et voilà, si on veut augmenter l'offre alimentaire en produits végétaux, notamment plus riches en protéines végétales, il nous faut lever ce défaut lié aux arômes et aux saveurs de ce type de produit. Et on a proposé de fermenter ces protéines végétales, ces protéines de pois, pour améliorer en particulier les propriétés sensorielles. Donc Sylvie nous a montré qu'on pouvait améliorer des propriétés sanitaires, nutritionnelles, mais on s'est fixé dans un premier temps les propriétés sensorielles. Donc pour exemple, si on part du lait, on voit bien qu'avec des communautés microbiennes et des technologies associées, on est capable de faire une grande diversité de fromages avec des saveurs et des arômes très différents. Donc l'idée, c'est de dire, est-ce qu'on peut décliner ces technologies traditionnelles à des nouvelles sources de protéines que sont les MPV, donc les matières protéiques végétales, et notamment le pois. Donc l'objectif était de démontrer un concept de formulation d'aliments fermentés enrichis en protéines de pois, présentant des qualités sensorielles améliorées, sur la base de la connaissance des écosystèmes microbiens laitiers. Donc, on voulait savoir quel était l'impact bénéfique des communautés microbiennes laitières sur les qualités sensorielles et de ces gels, et connaître les leviers qui vont permettre de moduler ou de réduire ces défauts d'arômes et de saveurs, donc par la fermentation. Alors, je pense que c'est pas la dernière version, je pensais l'avoir installée, mais ça n'a pas dû marcher, mais c'est pas très grave. Donc, dans la démarche qu'on a choisie, c'était de prendre 2 modèles de gel. Un gel à faible teneur en protéines, donc 4,5% de type yaourt, et un gel à une plus haute teneur en protéines, donc 10%, qui était un gel de type fromage. Ce qu'on a pu faire également, on est parti sur des produits commerciaux, donc le produit Nutralis, comme isolat protéique de pois, qu'on a mélangé à différentes teneurs avec des protéines de lait. Dans le cas du fromage, il nous a fallu structurer des gels. Donc on s'appuyait sur les connaissances de l'UMR Génial pour caractériser la structure de ces gels. On a fait des gels enzymatiques, acides ou thermiques, pour ensuite ensemencer ces gels, donc
pour obtenir nos fromages. Après cette étape de formulation microbienne, on a caractérisé les défauts sensoriels et regardé quels étaient les bénéfices de cette fermentation. Excusez-moi. Donc, concernant la formulation microbienne, donc, on a dans le cas du yaourt comme dans le cas du fromage, on a décliné une démarche similaire, donc avec différents niveaux de teneur en protéines de poids, de 0 à 100% et avec 6 niveaux dans le cas du yaourt. On a testé ici 10 consortia de bactéries lactiques et on a regardé différentes propriétés sensorielles en termes de texture, également l'acidité, la composition en composés volatiles et l'indice de tyrosine pour lier à l'amertume. Dans le cas des fromages, la formulation était un peu plus complexe, puisqu'un écosystème fromager, ça n'a pas que des bactéries lactiques. Donc on a choisi 55 souches issues donc des collections, qui étaient soit à l'origine d'origine végétale, soit d'origine animale, et on les a classées en différents groupes. Le groupe des firmicutes, un groupe avec des bactéries plutôt acidosensibles, les actinobactéries et les protéobactéries, et enfin les champignons et les moisissures. Donc ces groupes n'ont pas été faits au hasard, hein. On les a choisis en fonction de leur fonction, donc en termes de catabolisme des sucres, en termes de catabolisme des protéines et des lipides, et également ici pour tout ce qui était catabolisme des protéines, des acides aminés et des lipides. Donc on a travaillé en différentes étapes, on a testé les souches une par une, puis 3 par 3, puis 6 par 6 et enfin par 9, sur des systèmes contenant 50% de poids, 50% de lait ou 100% de poids. Donc on a réalisé 320 associations pour tester ensuite 3 consortia, un qui était notre consortia de référence dédié à une matrice lait et 2 consortia microbiens, donc sélectionnés à partir de nos matrices, soit 50% lait, 50% poids, soit 100% poids. Donc on a développé, donc la fermentation a été étudiée à 3 jours. On a sélectionné ces consortia microbiens sur une description sensorielle, sur une mesure de croissance des populations microbiennes et du pH, et également sur l'effet barrière contre la flore endogène. Donc Sylvie nous a dit qu'il existait dans les matières premières végétales une flore endogène, donc des formes sporulées dans ce cas-là, et on a dû faire du métabarcoding pour identifier les espèces présentes et sélectionner les écosystèmes qui permettaient de prendre le dessus sur la flore endogène présente et de l'inhiber totalement pour n'avoir que les flores qu'on avait ensemencées. Donc en termes de résultats, voilà un exemple que nous avons obtenu sur les yaourts. Donc c'est une carte où on voit ici en rouge les consortia microbiens et les axes ici nous donnent les descripteurs sensoriels. On voit qu'en se déplaçant sur ces axes ici, on a à la fois des notes, je n'arrive pas très bien à lire, mais sucrées et lisses, associées donc à des textures et des saveurs donc plus agréables que certains autres starters. Donc on a pu comme ça sélectionner un écosystème adapté, donc lactique, avec un streptocoque et un lactobacillus. Et ici, une carte sensorielle qui nous permet de voir qu'en fonction du pourcentage de poids qui augmente ici, on a des descripteurs, voilà, ici pas très agréables, pour se rapprocher de la référence donc de 100% lait, avec descripteurs plus agréables. Donc en variable supplémentaire, si on a demandé à 90 consommateurs leurs préférences, et on peut voir ici quand même que dès qu'on dépasse 20%, on a des produits qui sont moins appréciés. Mais tous les consommateurs ne sont pas équivalents et on a pu voir que certains consommateurs aimaient jusqu'à 40% de poids dans le yaourt. Donc on a sélectionné des micro-organismes et on a pu voir l'appréciation des consommateurs, de 90 consommateurs. Donc pour le fromage, voici un exemple d'une carte sensorielle. Donc on a sur les 10 communautés microbiennes qui nous restaient dans le cas d'un fromage 100% ici poids, on a demandé à un panel d'évaluer certains descripteurs, donc par une méthode qui s'appelle la méthode CATA, Check All That Apply. Donc c'est une fréquence de descripteurs qui ont été cités. Donc on voit ici que certains consortia nous donnent des notes plutôt fruitées, abricots, bananes, d'autres se rapprochent plutôt de ce qu'on a classiquement sur un fromage avec des notes soufrées, ou encore d'autres consortia microbiens qui donnent des notes plutôt chocolat.
Donc on voit bien ici la diversité qu'on a pu développer. Bon, la sélection, je vous ai dit que par rapport à la capacité de l'écosystème ensemencé à contrôler la flore endogène, a fait qu'on est plutôt parti sur des notes de fruites et bananes dans le cas de la sélection de l'écosystème qu'on appelait vegan pour le pois. Voilà un exemple des produits que l'on a obtenus, donc avec la référence d'un gel lait et le gel 50% lait, 50% pois et le gel 100% pois. Donc on a développé une technologie sur des mini-fromages pour pouvoir avoir un fromage affiné en un temps réduit de 3 jours. Donc en termes de texture, ces produits ont été caractérisés. Dès qu'on mettait un peu de lait, on avait un gel beaucoup plus ferme, hein, et le fromage pois était plutôt un fromage de type à tartiner. On a relié l'ensemble des propriétés sensorielles, puisqu'ensuite on a caractérisé pas seulement l'odeur, mais également en bouche les produits. Donc ici, vous avez la carte des produits, ici la carte des variables. On a en rouge les descripteurs sensoriels, en bleu les acides aminés qui ont été dosés dans les produits, et en vert, excusez-moi la légende est manquante, les composés volatiles qu'on a également caractérisés en termes de chromatographie coupée à l'olfactométrie. Donc on voit ici les produits initiaux et comment on se déplace sur la carte lorsque on fermente les produits. Donc l'amertume des produits effectivement augmente au cours de la fermentation, elle augmente plus fortement pour les produits à base de pois que les produits mixtes où on a du lait. On a pu associer ça à la production d'acides aminés, hein, donc notamment des acides aminés hydrophobes. On a également des notes grillées qu'on a pu associer à des furanes, présents également dans le milieu et produits pendant la fermentation. Et les notes fruitées, notamment avec des molécules comme certains alcools et le diacétyl qui ont été produits. Donc en fait, on a maintenant des outils qui peuvent nous aider, hein, depuis la formulation jusqu'à comprendre les perceptions. Sur les yaourts, on s'est intéressé à essayer d'améliorer la formulation et en disant est-ce que l'aromatisation des produits peut aider à avoir des produits plus appréciés. Donc différents arômes ont été testés, un arôme fraise, noisette, thé vert et vanille. On a regardé l'intensité du défaut, hein, du Bini of Flavor, du goût légumineuse, comment il évoluait en fonction de l'aromatisation. Donc on peut voir que, par exemple, un arôme de type noisette a tendance à faire baisser ce goût légumineuse. Et en termes de préférence, on voit que également, c'est effectivement le cas, une aromatisation de type noisette ou fraise, hein, dans ce cas-là, permet d'avoir des produits plus appréciés par les consommateurs. Et on a encore de nombreux autres leviers pour améliorer la formulation des produits. Excusez-moi, je vous interromps. Quand c'est associé à du sel ou du sucre, la perception et la réception est différente. Ça marche mieux avec le sucre, par exemple? Alors c'est clair que le sucre va masquer fortement l'amertume des produits. Donc dans le cas de yaourt, c'est un levier assez facile. Le sel, vis-à-vis de l'amertume et du Bini of Flavor, je pense que c'est plutôt un exhausteur que quelque chose qui va masquer. Par contre, la matière grasse va aider également à avoir des produits plus agréables par rapport à ces descripteurs. Donc en termes de conclusion, donc on a démontré cette preuve de concept de la connaissance d'une technologie ancienne, hein, qui est la fermentation, comment on pouvait la transposer vers de nouveaux produits. On a montré qu'on était capable d'améliorer la qualité organoleptique des gels enrichis en protéines végétales par la fermentation, hein. On a vu qu'on avait des descripteurs qui étaient quand même plus agréables. La note pois qui était également bien réduite par la fermentation. Donc on a bien une modulation des défauts d'arôme et de saveur. Alors les saveurs un peu moins, de façon moins forte que la partie arôme, selon le choix des communautés microbiennes. Donc on peut vraiment aller vers de nouveaux produits inspirés de procédés traditionnels, donc en explorant de façon plus large le périmètre d'innovation en termes de texture, de goût et d'arôme. On a vu qu'on avait de notre chocolat, pourquoi pas aller vers des produits plus sucrés sur des gels à haute teneur en protéines. Mais on a des connaissances encore à approfondir, c'était qu'une preuve de concept, hein. Donc, il faudrait mieux connaître les attentes des consommateurs sur ce type de produits non laitiers fermentés. Également, mieux comprendre les interactions microbiennes dans les consortiums microbiens qu'on a sélectionnés. On a vu qu'on avait des consortia qui étaient capables de s'adapter à toutes les matrices, d'autres, ce n'était pas le cas. Donc, des choses intéressantes à fouiller. Également, les interactions sensorielles sont importantes entre
entre amertume et les notes vertes, en termes de formulation, je pense qu'il y a des leviers également là à mieux comprendre. Et puis les risques sanitaires, qu'il ne faut pas oublier, associés aux bénéfices santé, qui peut être intéressant pour aller plus loin et pour le développement de ces produits. Donc on a des connaissances aujourd'hui transférables, avec une expertise sur la formulation microbienne, également sur les propriétés fonctionnelles et la structuration de ces protéines végétales, sur tout ce qui est optimisation des temps de fermentation et le travail sur les mini-fromages qu'on a réalisés, et enfin des méthodes de screening adaptées à la caractérisation des caractéristiques sensorielles. Voilà, donc je vous remercie. J'avais fait une diapo également de remerciements pour remercier l'ensemble du consortium. Vous le faites en direct. Et les deux doctorants qui ont travaillé dans le cadre de cette thèse, donc, qui s'appellent Manal Youssef et Salma Benarb, avec un nombre de publications aujourd'hui de l'ordre de 3 et puis 3 autres en préparation. Voilà. Merci beaucoup de cet exposé très précis.